justement va oui, là, non, mais dire il y a une réalité aussi. Le blanchiment politique ne nous aide pas. Il faut que les gens continuent de vivre et d'assumer des convictions. Donc on va vers cette réalité politique. On ne va pas toujours avoir le yo-yo ou le saute-mouton chaque fois. Ça n'affermit pas les convictions et ça ne donne pas aux populations la quintessence de l'engagement des acteurs politiques. D'accord, merci beaucoup. Alors, Ali Zabouga, tu vas réagir rapidement à cette actualité en rapport avec Joyce Lafitte, secrétaire général adjoint 1 du RPM qui a été justement suspendu pour ses propos à l'encontre des anciens hiérarques du PDG aujourd'hui dans l'UDB. En quelques secondes. Il n'y a pas de souci, je vais réagir, mais avant de réagir, permettez que je rende hommage au nom de la présidente de l'Alliance pour la Renaissance nationale, ARENA, Madame Jessica Pessi, que je rende hommage à Mbumba Nziengui, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et nos condoléances à sa famille. D'accord, très bien. En ce qui concerne la suspension de ce jeune homme secrétaire exécutif du RPM, cela participe de ce que moi j'appelle la caporalisation des esprits. Depuis un certain temps, vous vous rendez compte que on a même dépassé le discours de la servitude volontaire de la Boétie. On est au XVIe siècle. On est dans la pensée de Bourdieu. On est vraiment dans ce qu'on appelle la servitude inconsciente. Sans même qu'il n'y ait eu quoi que ce soit, le RPM tremblant s'inquiète de toute critique. Ce jeune homme, il voit ce qu'il voit, comme disait Peggy, et il dit ce qu'il voit. C'est la vérité. Mais comme on est dans un discours où expressément on doit être dans une servitude, dans une caporalisation des esprits, le RPM ne dit pas que ce qu'il dit est faux. Le RPM dit qu'il n'aurait pas dû le dire. Et ça, c'est grave. On s'interdit de penser. Selon le parti, il est allé en contradiction avec sa ligne, avec la ligne du parti qui est pour une majorité présidentielle. Si on est dans un syllogisme, il faut donc considérer que la ligne du parti, c'est le mensonge. Puisque ce que ce jeune homme dit est visible. Ce sont les anciens hiérarques du PDG qui font le gros des toutes troupes du RDB. De l'UDB, excusez-moi, on s'y perd à la fin. Le dire, ce n'est pas être injurieux. Dire les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas... Merci. Très bien. Voilà, maintenant, si c'est à l'encontre de la philosophie du parti, ça veut dire que la philosophie du parti, c'est le mensonge permanent. D'accord. Alors c'était une parenthèse, parce que c'est quand même l'actualité chaude, donc il était important de réagir quand même à chaud sur ce sujet. Alors Hardy Nzabouga, vous êtes le secrétaire général de l'ARENA. Vous considérez comme un parti gazelle. Quels sont vos plans pour les prochaines élections législatives et locales? On n'entend pas parler de vous. On a comme l'impression que vous êtes aux abonnés absents. Êtes-vous un parti gazelle? Non, nous ne sommes pas aux abonnés absents. Nous, on s'organise. Vous savez, à chaque fois que je suis venu ici, j'ai mis un point d'honneur à m'appesantir sur le sens des mots, parce que les mots ont un sens. Parti gazelle, parti éléphant, on est dans une euphémisation de la réalité, on est dans un travestissement du réel. Parce que en fait, c'est pas une affaire de parti éléphant, parti gazelle. C'est que d'un côté, il y a les partis qui ont accès aux finances publiques, et de l'autre qui n'y ont pas accès. Dès que vous avez, du fait d'une nomination, du fait d'un positionnement, accès aux finances publiques, on considère que vous êtes un parti éléphant parce que vous allez puiser dans les ressources de l'État, vous allez vous enrichir et vous allez enrichir votre parti. Est-ce que ça ne pose pas un problème quand même de moralisation de la vie publique? Et lorsque vous n'avez jamais fait la danse du ventre et que vous n'avez jamais été nommé et que vous essayez de vous battre sur le terrain des idées, parce que vous n'avez jamais eu accès aux deniers publics, on considère que vous êtes un parti gazelle. Parce que vous n'aurez pas l'argent de l'État et vous ne pourrez pas arroser, parce que votre leader n'est pas vice-président du gouvernement, parce que votre leader n'est pas ministre, parce que votre leader n'est pas un ancien hiérarque. Donc, moi je pense que, vous savez, c'est Lénine qui disait « Faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose ». Je pense que si on veut se détacher du déterminisme oligarchique, il faut commencer à avoir un langage propre.
Parti gazelle, parti éléphant, c'est, comment dire, c'est le langage idéologique de cette idéologie diffuse qui veut que l'on parle comme on parle. Il faut parler avec nos propres mots, avec nos propres expressions. Il y en a qui se servent dans la caisse, il y en a d'autres qui essayent d'avoir une attitude morale et ne se servent pas. C'est ça la vérité. La rédaction de TV+, il faut être précis, rangeait parmi les grands partis l'UDB. Mais l'UDB est né là avant hier. Il est déjà considéré comme un grand parti. Pourquoi? Parce que son fondateur est le président de la République. On considère que les moyens politiques, les moyens médiatiques, les moyens financiers sont à la disposition du parti. Et donc, le parti est un grand parti. Je pense que si on veut aller vers la moralisation de la vie publique, il faut éviter non seulement ces raccourcis, il faut aussi éviter que cela relève de la réalité empirique de ce que nous vivons tout le temps. Parce que là, il y a un problème moral. D'accord, très bien. Donc ça vient quand même un peu battre en brèche peut-être l'argument selon lequel pour être un parti éléphant, c'est parce qu'on est au gouvernement, c'est parce qu'on est au pouvoir. Moi, je crois que... Parce que, comme on le disait encore hier ici, ce qui fait un parti, ce sont ses militants. Peut-être que ces partis sont des partis gazelles parce qu'ils n'ont pas de militants. On peut penser que certains partis, effectivement, ont du mal à regrouper en leur sein des cadres. Ce qui fait un parti puissant, ce sont les cadres. Mais nous sommes dans un environnement politique... C'est d'abord des cadres, c'est pas d'abord des militants? Oui, écoutez, je suis en train d'arriver au développement. Les cadres orientent l'opinion. Les cadres constituent des relais idéologiques. C'est à travers eux que l'on voit la force idéologique d'un parti politique. Mais notre pays a ceci de spécifique. Et j'espère qu'avec l'opposant, lui dit les choses vont changer. Si vous êtes inscrit, faites bien de parler de l'UPG, si vous évoluez dans un parti de l'opposition et que vous êtes un grand cadre dans l'administration, vous verrez votre carrière administrative être estompée du fait de votre engagement politique. Du coup, lorsque vous avez, vous, des idées et que vous n'avez pas la possibilité de sécuriser les cadres, vous n'aurez pas les relais importants qui permettent d'alimenter votre parti. Parce que c'est quoi un grand parti? Un grand parti, c'est un parti où vous avez des personnalités capables de s'auto-investir. Or, pour ce mouvance présidentielle, est-ce qu'en dehors de ce qu'on peut qualifier de grands partis, est-ce que vous voyez il y a d'autres partis qui existent? Justement, je vais répondre à votre question en reprenant l'interrogation que vous avez faite à Pascal Nkoulou par rapport à ce qu'il y avait avant, l'UPG, parce que les deux grands... On a vu l'UPG, on avait le PGP, on avait... Effectivement. Les deux grands partis qu'on a eu au Gabon, je crois que c'est le Rassemblement des bûcherons et l'UPG, et puis le PGP, qui est devenu le RNB et le Rassemblement des bûcherons par la suite. Non, le RPG. Le RPG, voilà. Mais quand vous faites, comment dire, une rétrospective historique au meilleur de leur forme, ces partis avaient combien de députés? Il n'y a pas eu un parti qui a eu 50 députés. C'était des histoires de 12 députés, 7 députés. Il n'y a jamais eu vraiment une situation telle que ces partis inquiètent véritablement malgré le fait qu'ils avaient une grande influence. Ils avaient une grande influence. Mais justement, il faut recontextualiser les choses. C'est pas le même contexte. Le contexte d'aujourd'hui n'est pas celui d'avant. Aujourd'hui, tout le monde a peur d'être opposant. On a vu aux dernières présidentielles, on se retrouvait avec des opposants qui ascensaient Brice Clotaire Oligui, à part Bilé Bizet, qui, lui, c'est un cas particulier. Mais tout le monde allait à l'élection, on avait l'impression que c'était des candidats du pouvoir. Aujourd'hui, c'est pareil. Tout le monde a peur d'avoir une confrontation, d'avoir un positionnement frontal face à Brice Clotaire Oligui. Pourquoi? Avant, le contexte, quel était-il? Vous aviez des gens qui avaient la légalité, qui avaient donc l'armée avec eux, qui avaient comment dire, les deniers publics, et qui avaient le pouvoir de nomination, le décret de nomination. Et donc, certains les suivaient. Mais ils étaient illégitimes. Ils n'avaient pas la légitimité populaire. Ça, c'est encore plus manifeste avec le dernier Ali Bongo. Ils n'étaient pas légitimes. Donc, les élections étaient systématiquement truquées, ce qui faisait qu'il y avait une frustration à l'intérieur de l'espace sociétal. Or, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui concentre les pouvoirs, mais qui, en plus, est populaire.
ça change la donne. 94% au dernier scrutin. Mais les hommes politiques qui ne sont pas idiots, ils ont bien compris que aux prochaines législatives, mais il suffira que Brice Clotaire Oligui dise voter pour celui-là, il sera élu. C'est ça le problème, c'est ça la vérité. Ça va se passer comme ça parce que c'est le même système, c'est le même dispositif électoral. Et rien ne changera. Quelqu'un qui a obtenu 94% des suffrages, objectivement, je ne pense pas qu'il soit possible qu'il obtienne moins de 50% d'élus lorsqu'il demande le vote législatif. Donc, on n'est pas dans la même configuration. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le choix. D'accord, très bien. Voilà. Vous pensez la même chose? Vous pensez que c'est le même enjeu, la présidentielle, législative? Si Oligui ne vous soutient pas, vous êtes mort. C'est quand même, avant tout, des personnalités politiques qui étaient des adversaires farouches il y a moins d'1 an. Ce type de relation ne se construit pas sur la base du chambre du président, sur la base de la dictature du parti. Ça se construit sur la base du leadership interne, de ceux qui vont accepter de subir le dictat des grands groupes. Or, vu comment l'UDB est construit, moi je crois que c'est effectivement un jeu au pied d'argile. Rien n'est encore acquis. Alors, on va voir si ton sentiment, Hardy Zamoga, le partage. Non, je vais prendre un peu le contre-pied de M. Pascal Nkoulou. En réalité, on présente l'UDB comme un géant au pied d'argile. Mais pourquoi géant? Pour une seule raison. C'est le parti du président. Le simple fait que ce soit le parti... Ce n'est pas le simple parti du président, c'est quand même le président, c'est le parti du président, c'est vrai, mais le président, sous la bannière du RDB, qui est l'ancêtre, ancien président du RDB, a quand même récolté 94% des voix. Pourquoi c'est défini comme un géant? Même si on ajoute au pied d'argile, c'est parce que c'est le parti du président. Si c'était le parti de Tartampion... Le président qui est porté par un peuple. Mais bien sûr, je vais vous dire, vous savez, tous ceux qui disent oui, on a fait l'élection du président Oligui, ils se leurrent. À cette élection-là, Brice Clotaire Oligui aurait été élu sans ces alliés-là. Même contre eux, il aurait été élu. L'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema s'est faite le 30 août, au moment du coup d'État, lorsqu'il a débarrassé le pays d'Ali Bongo et de sa famille. À ce moment-là, dans le cœur des Gabonais, il devait être élu, il devait rester. Donc, tous ceux qui l'ont soutenu là, ils auraient été contre lui, il aurait quand même été élu. C'est pourquoi je pense que là, à la prochaine élection, il ne faut pas se leurrer. Il faut apprendre à connaître un peu les spécificités des Gabonais. Brice Clotaire Oligui Nguema jouit d'un état de grâce que je n'ai jamais vu dans ce pays. Je vais vous donner une illustration de ce qu'est la servitude inconsciente dans laquelle nous baignons tous. C'est peut-être parce que nous avons toujours été dans l'opposition que nous essayons de faire preuve de distanciation et de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un jeune homme là qui était président d'un collectif des déguerpis de Plein-Oreti. Sa maison a été détruite, la maison de ses voisins a été détruite. Il a pleuré dans tous les médias. Et puis un bon matin, il se lève, il dit non, je viens remercier le chef de l'État. Et d'ailleurs, j'adhère à son parti. Vous voyez à quel niveau je veux dire, la domination n'est même plus une contrainte physique. Vous voulez parler de Grévis Ovona? Oui, non, je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai vu comme ça. Il vient dire merci, monsieur le chef de l'État. D'ailleurs, j'adhère à votre parti. J'ai été stupéfait. Et il est représentatif de ce qu'est la population gabonaise en ce moment. Donc, il suffira que Brice Clotaire Oligui dise voter pour celui-là. Je vous assure qu'on aura les résultats. Il y aura un raz de marée pour l'UDB. Parce que la dernière fois que je suis venu ici, je vous ai dit qu'à 94% des voix, on n'est plus en démocratie. Solon se serait retourné dans sa tombe. Lorsque les Grecs ont défini la démocratie, ce n'était pas tout à fait ça. Là, on est dans un état de grâce permanent. Et je vous assure que vous mettez n'importe qui venant se présenter comme représentant de Brice Clotaire Oligui, il l'emporte. Parce que le peuple lui est reconnaissant de ce qu'il a fait.
Je vous assure, mais vous verrez. En tout cas, on verra. Allez-y, Pascal. Monsieur Stajal, je reste quand même un peu surpris. Je vous sais politiquement aguerri et capable de lire les comportements électoraux de notre population. Les Gabonais ne sont pas dupes. Les Gabonais savent faire la différence entre Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat à l'élection présidentielle, devenu président de la République, et les membres de son parti qui vont le concourir sur le terrain pour avoir des mandats de sénateurs, de députés, de maires et de présidents d'assemblée. Tout ça, les Gabonais le savent. C'est justement la grave erreur qui a été celle des Bongo. De se dire, dès qu'il s'agit de nous, il s'agit de notre position levée, les gens vont suivre. Les gens ne suivent plus comme ça. Les gens suivent parce qu'ils établissent un intérêt direct entre le rapport citoyen qui les amène aux élections et leur quotidien. Or, aujourd'hui, les gens regardent au président. L'armature institutionnelle, c'est l'armature voulue par les Gabonais. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus avoir de faux relais. Or, je ne dis pas qu'il y a des gens faux, non. Je dis aujourd'hui, la plupart des personnalités investies portent la responsabilité d'avoir motivé la présence de l'Unis dans le champ politique. Avant le 30 août. Est-ce que les 19 mois que nous venons de vivre vont faire oublier aux Gabonais la responsabilité de ces gens? Non. Est-ce que les Gabonais ignorent que, tout en les sanctionnant, Oligui sera toujours président? Non. Est-ce que les Gabonais ne vont pas écouter ce que nous lui disons que, si vous choisissez de nous voter, nous aussi, nous sommes des soutiens du président, à la seule différence que nous restons en posture de lanceur d'alerte, en posture de sauvegarde pour préserver les acquis. Monsieur Koulou, je vais terminer rapidement. Brice Clotaire Oligui Nguema est un bâtisseur. La question c'est, quels sont ceux qui l'accompagnent dans la construction de la maison Gabon? Est-ce que c'est les mêmes personnalités qui portent sur elles la responsabilité du vide abyssal sur le plan de la santé, du vide abyssal sur le plan de l'école, du vide abyssal sur le plan infrastructurel? Est-ce que c'est les mêmes? Et les Gabonais disent qu'ils n'en veulent pas. Ce message, le président doit l'écouter. C'est peut-être au cours de ces élections que ça va se dire. De réagir. Monsieur Koulou, Royal, ce qu'il faut que je vous dise, en fait, je ne suis pas en train d'exposer ma position. Je ne suis pas en train de dire qu'il est souhaitable pour moi que l'UDB fasse un raz de marée. Je suis en train de faire une analyse froide des réalités politiques à l'aune d'une certaine généalogie de ce qu'on a vu jusque-là. Avant le 30 août 2013, quel parti était majoritaire à l'Assemblée nationale? C'était le PDG. Et il était hégémonique, c'était écrasant. Avec un chef impopulaire. Mais il était quand même écrasant. Aujourd'hui, les structures de domination se sont renforcées. Ne vous attendez pas à ce que le peuple gabonais là ait un sursaut tel que il s'intéresse à la réalité du fonctionnement de l'Union nationale, de l'Union démocratique des bâtisseurs. Ça n'existe pas. Par exemple, vous comme moi savons que Oligui Nguema, à la présentation de son parti, s'est défini comme un social-démocrate. Mais à Kingele, ça n'importe pas. À Kingele, je veux dire, chez moi à Fougamou, ça n'intéresse pas les gens. À Fougamou, on dit, mais c'est qui le candidat d'Oligui? Ah, c'est lui là, je vote pour lui. C'est comme ça que ça va se passer. D'autant qu'il aura les t-shirts et il aura le pain garni. Ça se passe toujours comme ça. Ça peut être désespérant, mais ça se passe comme ça. Si ça marchait avec un pouvoir hautement impopulaire, avec Brice Clotaire Oligui Nguema qui n'a pas besoin de se cacher lorsqu'il sort et qui attire les foules, je vous assure que ce sera un raz de marée. Ce sera un raz de marée. Maintenant, on verra les résultats. Royal demandait, vous de votre côté, comment vous faites? Ce n'est pas parce que on a identifié les causes qui nous déterminent que on est dans un pessimisme. On voit les choses telles qu'elles sont. Nous, on fait ce qu'on peut avec les moyens qui sont les nôtres. Parce qu'effectivement, nous faisons partie de ceux qu'on définit comme les partis gazelles. Mais nous disons que nous ne sommes pas des gazelles. Nous sommes un groupe, effectivement, qui avons des cadres, qui réfléchissons et qui nous organisons pour aller aux élections. Mais nous savons de quoi les choses sont faites.
Vous comprenez? Nous pensons que il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Mais il dépend de nous de ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. Ouais, voyons les choses froidement. D'accord, merci beaucoup Hardy Nzabouga. Alors, Pascal Nkoulou, l'Union des bâtisseurs, l'UDB, pourrait croiser le fer avec le Parti démocratique gabonais. Pourquoi pourrait? Parce que le Parti démocratique gabonais est toujours dans une situation, dans un risque de bicéphalisme. En guise de conclusion, vous répondez par l'affirmative à cette question, l'UDB, un géant au pied d'argile. Tout à fait. Très bien, merci. Alors, Hardy Nzambouga, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Votre mot de fin par rapport à cette thématique? Posons comme prémisse que le peuple gabonais est un peuple rationnel et logique. Vous avez en face un représentant de Bosco-Ntero Oligui, estampillé UDB, officiellement représentant de Bosco-Ntero Oligui. Et à côté, vous avez un PDGiste qui vous dit qu'il est aussi un allié de Bosco-Ntero Oligui. Vous faites quoi? Entre l'original et la copie, vous choisirez l'original. C'est pourquoi je pense, et les événements me donneront tort ou raison, que tous ceux qui se présenteront comme candidats Oligui, originaux, seront élus. On ne sera pas loin des 94%. Voilà mon analyse. D'accord, très bien. Merci monsieur d'avoir répondu favorablement à l'invitation de TV+ Afrique. Je rappelle que ce soir, nous étions en compagnie bien sûr de monsieur Hardy Nzambouga, acteur politique, secrétaire général de l'ARENA et par ailleurs sociologue. Et en face de vous était présent Pascal Nkoulou, acteur politique, président du BDP. Merci également à vous, chers